Bonjour à tous et bienvenue sur Trajectoire IT, le podcast qui vous plonge dans les stratégies des entreprises de la tech à travers des histoires vécues de l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois Jean-Philippe Fontana, le DSI d'ITsoft. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thibaut. Alors Jean-Philippe, tu es donc le CIO ou le DSI comme on veut d'ITsoft. Est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise en quelques mots s'il te plaît? Oui, tout à fait. ITsoft est un éditeur de logiciels qui a basculé il y a quelques années dans le SaaS, dont le métier est la dématérialisation de documents, la lecture, l'extraction des données, la digitalisation des processus et, je dirais, la lutte contre la fraude documentaire. Ok, très bien. C'est une entreprise d'à peu près 200 collaborateurs, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est 200 personnes, un petit peu plus, sur 2 sites. Le siège social qui est dans le sud entre Nîmes et Montpellier, à Émargues, où il y a à peu près 120 personnes, et 80 à Rueil-Malmaison. Ok, très bien, en région parisienne. Alors j'ai vu que tu étais né que tu es né et que tu as étudié l'informatique à Marseille dans les années 90. Alors j'aime bien ça parce que parfois on croit que l'IT ce n'est qu'à Paris. Mais non, c'est aussi dans le sud. Est-ce que voilà, comment tu allez, c'est pas pour commencer par une pique Paris-Marseille, d'autant que moi je suis grenoblois donc je suis entre les deux. Mais comment est-ce que tu vis ça? Ouais, bah, écoute, je vis ça très bien. C'est vrai qu'à Marseille, on a le soleil, la mer, l'OM, mais il y a aussi Pas très bien en ce moment, je crois. Ouais, ça va toujours assez bien. Voilà, et on a aussi l'informatique. Donc oui, je m'étais orienté d'abord vers un DUG maths physique, mais que j'ai trouvé rapidement trop théorique pour moi, pas assez dans la pratique, et donc j'ai bifurqué vers l'informatique de gestion. Et une fois que j'ai fait ce diplôme en informatique de gestion, j'ai voulu l'approfondir avec, j'ai envie de dire, de la vraie informatique, en tout cas plus scientifique, plus technique, plus orientée développement. D'accord, ok. Donc là, on est dans les années 90. En 95, tu décides de suivre ta fiancée à Montpellier et d'intégrer, on va dire un petit éditeur de logiciels à l'époque, spécialisé sur la LAD. Voilà, on est vraiment au tout début, 95, des débuts, vraiment au tout début de la GED et de la dématérialisation, c'est ça? C'est exactement ça. C'est vrai que la LAD, c'est la lecture automatique de documents, qui était ce qu'on appelait à l'époque la LAD. Donc. Et oui, j'ai suivi ma fiancée de l'époque, qui est ma femme aujourd'hui, avec qui j'ai 3 enfants, qui a réussi médecine dans la région, dans l'interrégion Languedoc-Roussillon. Donc obligé de quitter Marseille, à regret quand même. Mais voilà, je suis parti dans le nord, donc à Nîmes. Le nord marseillais, c'est Nîmes, c'est vrai. C'est bien de le rappeler. Ouais, là, ça commence déjà à être dans le nord. Et donc je suis tombé sur une petite société, une quinzaine de personnes, en plein centre de Nîmes, vraiment sur un domaine de pointe que je ne connaissais pas du tout. Et donc ça m'a aussi intéressé, mais surtout avec le fondateur, Didier Charpentier, qui m'a, on va dire, qui a réussi à me convaincre à le rejoindre. Voilà. Oui. Ok. Donc, voilà, à cette époque, donc c'est bon, c'est ITsoft, c'est pas encore le ITsoft d'aujourd'hui, mais quand même assez rapidement, ITsoft grandit, s'introduit en bourse, ouvre des filiales en Angleterre et en Allemagne, je crois, et devient l'éditeur donc de LAD, de lecture automatique de documents, qui commence à travailler pour des grandes boîtes, des grands comptes internationaux. Ouais, et toi, parallèlement à cette évolution et cette croissance d'ITsoft, on te confie de plus en plus de missions, et notamment des missions de qualité. Et tu intègres le CODIR. C'est ça? C'est exactement ça. C'est vrai que quand j'arrive dans cette petite structure, où pourtant je ne suis pas très vieux parce que je dois avoir 26-27 ans, mais je fais quand même partie des plus vieux. J'ai le même âge quasiment que les fondateurs et les directeurs. Et ce qui les avait intéressés, c'était mon expérience précédente où j'avais été confronté à des situations un petit peu lourdes, un petit peu complexes. Et c'est vrai que par rapport à tous ces jeunes qui sortaient directement de l'école, j'avais cette
cette petite expérience qui a fait que voilà, progressivement, on m'a confié de plus en plus de missions différentes, et ce qui était d'ailleurs génial, hein, et j'avoue que ça continue encore aujourd'hui, et ça, c'est un des avantages de cette société, c'est que on a des challenges qui changent très régulièrement, on a des possibilités énormes parce qu'on a des ambitions énormes. Donc oui, on a commencé à structurer le support technique quand on a Ouais. commencé à avoir une centaine de clients, et puis en Oui, 2000, c'est-à-dire qu'on peut autant, quand Ikesoft était petit avec quelques clients, on pouvait un peu bricoler. oui, Autant là, ça devient un peu plus sérieux, quoi, déjà. c'est ça, c'est ça. C'est vrai que le client a toujours été, alors c'est une banalité, mais je pense que c'est pareil pour tous les éditeurs, mais le client est vraiment le sujet sur lequel on a le plus progressé rapidement, parce qu'on avait cette volonté, d'une part, de travailler dans la durée avec nos clients et de leur apporter un service de qualité. Donc, une des premières choses qu'on a vraiment structurées, c'est le support client. Ouais. Voilà, donc ça, c'est Bah, le ça, client est au centre de l'entreprise. Moi, je peux te dire ouais, que chez beaucoup d'éditeurs, ce n'est pas toujours le cas. C'est parfois le produit qui est vraiment au centre et le client peut être un peu oublié. Donc, c'est bien effectivement, qu'il y ait des éditeurs comme Ikesoft qui l'intègrent tout de suite et qui le mettent au centre de leurs préoccupations. Et la qualité, à cette époque-là, c'est quoi la qualité logicielle? Alors, la qualité logicielle à cette époque-là, alors d'abord, c'est un concours de circonstances. Ouais, C'est que le directeur général de l'époque a été acting R&D, ok, donc il ne connaissait pas le sujet, et il avait besoin de quelqu'un qui puisse regarder de façon externe, transverse, ce qui était produit. Et donc, ok, il me confie cette mission-là pour analyser les pratiques, les résultats, et toujours pour cette question de satisfaction client, de Mhm. qualité, hein, me confie le rôle de go no go pour faire sortir les logiciels. Les versions et les Ouais. ok, très Ouais. bien. Alors, tu sais, moi, j'aime bien quand, on va dire, quand la petite histoire percute la grande, ou quand des événements privés ou indépendants de notre volonté viennent influencer le cours d'une entreprise. Hein. C'est l'ADN de Trajectoire IT. Et en l'occurrence, dans l'histoire d'ITsoft, et donc dans la tienne, il y a quelque chose d'assez, on va dire, spécial qui se passe en 2002. C'est qu'il y a un événement météorologique, voilà, qui va avoir une influence assez forte sur l'organisation du travail que tu vas développer chez ITsoft, et Ah ouais. qui va ouvrir un peu la porte au télétravail et au nomadisme déjà 20 ans avant le Covid. Oui, oui, clairement. C'est vrai que malheureusement, après 95, en 2002, le Gard est touché par des inondations malheureusement meurtrières. Mhm. Et ça va impacter ITsoft, heureusement avec beaucoup moins d'impact, mais quand même, notre bâtiment qui est tout neuf, qui a été construit malheureusement en zone inondable, mais sur pilotis, n'est plus accessible. Il y a de l'eau, il y a 1 mètre d'eau, on ne peut plus rentrer. Ouais. Même avec Euh, une bonne barque, c'est compliqué. ouais, c'est ça, Et même, oui, parce que malheureusement, il n'y a plus d'électricité, ça. il n'y a plus de télécom, tout est sous Mhm. l'eau. Et Ok. donc là, ben, on se retrouve avec notre support international, on a déjà ouvert nos filiales à l'étranger, et bien, on n'a plus le site. Donc, ce que je fais avec des collègues de l'équipe support, on récupère on arrive à rentrer avec les bots dans le bâtiment, on récupère quelques PC, on s'installe à mon domicile à quelques kilomètres de là, et pendant 3-4 jours, on va faire du support depuis mon domicile avec mon modem 512K de l'époque, et pour assurer la continuité de service. Alors, il y en a qui commencent dans un garage. Là, en l'occurrence, je ne sais pas si vous êtes dans un garage ou une cuisine ou un salon, Ouais, c'était le salon, ouais. et vous assurez le support pour des grands comptes qui sont à Londres, à Berlin et je ne sais où, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, c'est vrai que à la fois, on est sur l'adrénaline de ce qui s'est passé, hein, et on arrive à assurer la continuité de service comme on peut, comme on peut. Et clairement, de là,
est partie une vraie réflexion, c'est que c'était plus possible. Je savais pas à l'époque ce qu'était un PCA ou un PRA, Ouais, mais on a, suite à ça, on a commencé à mettre sur le papier, et à créer une sorte de kit de survie. ouais, Si jamais, ça se ça se reproduisait. reproduisait. Ouais, ouais. Heureusement, par chance, les travaux, qui vont être faits ensuite, vont faire qu'on n'a pas eu besoin, mais c'est de là qu'est parti effectivement, les réflexions qui vont suivre sur, nos choix technologiques, Ouais, l'organisation et cetera. ouais, complètement, complètement. Autre pivot majeur, hein, 2006, tu proposes au CODIR de doter ITsoft d'une vraie DSI. C'est assez rare encore, hein, pour des éditeurs, on va dire, à l'époque, c'est quoi? C'est une centaine d'employés à peu près, hein, ITsoft, c'est Oui, ça? c'est ça. OK. Et toi, voilà, c'est un choix personnel que tu fais, heu, de proposer au CODIR, donc de se doter d'une DSI. Ça devient d'où cette idée? Et beh, c'est aussi la suite de ce qui s'était passé en 2002, mais c'est cette volonté d'aller plus loin, d'avoir, une vision globale. Donc je suis toujours, on va dire patron du support client, donc je participe à toutes les réunions avec nos clients, je participe à quelques avant-ventes. On est coté en bourse, donc les commissaires aux comptes, les CAC nous sollicitent, nous auditent, commence à nous poser des questions et clairement, c'est vrai que même si on est tous des techs, parce que surtout, à Ouais, cette époque-là, en 2006, sur les 100 personnes, il devait y avoir, 90 ingénieurs. ouais, Heu, c'est souvent comme ça. ouais, ouais, donc c'est vrai que techniquement, on était capable de s'occuper de son PC, de le brancher et cetera. Mais, mais ce que j'explique, c'est que c'est pas suffisant. Ouais, Il faut se doter d'une approche structurée, d'une vision à long terme pour répondre à tous ces enjeux, oui. ouais. Avec voilà, donc la mise en place, PRA, on en a parlé, de monitoring et de choses comme ça qui permettent de rassurer les clients, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Et on va dire les partenaires, commissaires aux comptes et compagnie, quoi. Exactement. Donc c'est vrai que je propose de créer une DSI. Ouais, J'explique et je rédige un schéma directeur simplifié pour dire, ben voilà, voilà la trajectoire et je me donne 5 6 ans, pour, arriver à une situation sur laquelle nous pourrons communiquer, je dirais, d'égal à égal avec, des directeurs de caisse primaire d'assurance maladie, heu, de grands, de grands industriels français ou étrangers, en leur donnant des gages de qualité chez nous et aussi, de la pérennité. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que à la fois il faut que, l'IT soit, fonctionnelle, mais ouais. surtout qu'on puisse compter dessus et qu'on Mmh. puisse le montrer. Donc voilà, c'est tout ça, que je vais proposer et clairement j'ai été suivi, immédiatement. C'était, donc il a pas fallu, des heures pour que ce soit accepté et dans la Ouais, foulée, je crée la DSI. OK, OK, OK. Hem et j'ai envie de dire rebelote presque, en 2014 alors, même chose, hein, tu as l'intuition, en 2006, à l'intuition, qu'il faut, équiper tes softs d'une vraie DSI pour parler d'égal à égal aux clients et cetera et cetera. 2014, on est 4 ans avant le RGPD à peu près, hein, bah, tu as l'intuition aussi qu'il faut effectuer, on va dire, un virage plus sécuritaire. Alors, sur le système d'information, ITsoft évidemment, mais aussi globalement sur la solution elle-même, sur les logiciels, même que vous construisez. Oui, oui. C'est vrai qu'à cette période, ce qu'on voit arriver surtout, tous les, donc il y a la déferlante, internet, Ouais. et en Oui, tant que elle est déjà bien lancée en 2014 même, oui, ouais. mais en tant que particulier, on commence, à voir, donc les virus, Ouais, c'est devenu quotidien et puis il commence à y ouais, avoir, des attaques ciblées sur des personnes. ouais, Encore relativement peu dans les entreprises, mais c'est qu'une question de temps. ouais. Les Heu, ransomware et tout ça, enfin tout ce qui exactement, va ouais. avec. Voilà, en 2014, on ne parlait pas vraiment de ransomware, mais on savait, là, c'était surtout des intrusions, mais voilà,
c'était pour moi évident que les entreprises allaient être la prochaine cible. Ouais. Et donc, à partir de là, à la fois de manière assez pragmatique, on a augmenté le niveau de défense avec des logiciels, avec des procédures de contrôle, de surveillance. On s'est d'ailleurs inspiré de l'ISO 27002 qui était sorti pour les hébergeurs pour définir des bonnes pratiques de sécurité. Ce qui plaisait beaucoup d'ailleurs aux commissaires aux comptes, puisqu'ils étaient assez satisfaits de voir qu'on avait pris le sujet en charge et qu'on avait encore une fois un plan pour s'améliorer. Et c'est vrai aussi que la DSI étant désormais protégée, mes collaborateurs qui partaient sur site client étaient bien équipés et protégés, mais il fallait aller plus loin, il fallait notamment à nos clients internationaux donner cette officialisation de la prise en compte de la sécurité. Ouais, ok. Et c'est là où a émergé l'idée de certification ISO 27001. Ouais, c'est ça. Moi, ça, effectivement, on va en parler. C'est vrai qu'on est dans le. En plus, on est quand même vraiment à l'époque de la démocratisation du cloud, avec le SaaS. Alors, je ne sais pas si Etesoft c'était déjà en SaaS à l'époque, peut-être pas, mais où ça arrive, il y a un besoin, il y a une inquiétude des entreprises par rapport à des choses qui naviguent un petit peu on ne sait où dans le nuage. Et donc, ça contribue aussi à créer de l'inquiétude et donc, du coup, à ce que chez les clients s'expriment des besoins de sécurité et de preuves de sécurité. Tout à fait. Et le RGPD a été effectivement le deuxième accélérateur avec où sont stockées les données, comment sont-elles gérées, etc. Ouais. 25 mai 2018, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Voilà. Okay. Donc voilà, donc un virage vraiment sur une prise en compte forte de la sécurité et un virage, donc, comme tu nous l'as dit à l'instant, qui mène Etesoft jusqu'à l'obtention d'une certification, donc ISO 27001, c'est ça? Oui, ISO 27001, dans sa dernière édition qui est la 2022. Ouais. La précédente datait de 2013, donc la première version de ISO 27001 est sortie en 2013, appliquée en 2014, et puis est sortie la 2022 qui a notamment le grand intérêt de prendre enfin en compte la partie cloud des applications. Parce qu'en réalité, la 27001 était essentiellement sur la sécurité de l'information au sens presque stockage. J'exagère. Mais voilà. Et c'est vrai qu'avec l'édition 2022, là, on est plus dans l'usage des applications cloud. Et donc, c'est parfait pour un éditeur SaaS. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça correspond tout simplement plus aux usages de maintenant. Oui, tout à fait. Dont les logiciels SaaS sont déployés au sein des entreprises. Oui, parce que c'est ça qui est important à cette certification. Tu aurais pu décider de faire certifier uniquement la DSI. Et alors, ce qui est décidé, c'est de certifier l'ensemble de l'entreprise, c'est ça? Oui. Encore une fois, je me mets à la place de mon client, de mes clients, et je me dis, qu'est-ce qui a de la valeur pour lui? Alors, c'est sûr que savoir que la DSI d'Etesoft est certifiée, c'est bien. Enfin, je veux dire, mais j'ai envie de dire, c'est juste normal. C'est même pas un minimum. C'est comme ça. Pour moi, ça doit être standard. En revanche, ce que j'ai dit et ce que j'ai proposé au CODIR, c'est de dire ce qui a de la valeur pour nos clients, ce sont les solutions que l'on apporte. Bien sûr. Donc, la conception, le paramétrage, le support, l'exploitation, c'est ça qui doit être certifié. Et bien entendu, par conséquence, la DSI qui est en dessous, qui est support de ce travail-là, l'est également. Mais pour le client, c'est ça le sujet. Et donc, c'est ça que nous avons décidé de faire. Et ce qui a été à la fois compliqué, puisque ça touchait toute l'entreprise. Oui, c'est ça. Donc, non seulement le travail à fournir, il est assez colossal, et du coup, c'est quand même rare de voir des éditeurs
on va dire, grande PME faire ce choix-là, parce que c'est quand même une somme de travail quand même assez colossale à fournir pour obtenir la certification ISO 27001. Mais au-delà de ça, j'imagine qu'il y a des boucliers qui se lèvent en interne. Enfin, quand on commence à certifier les choses, parfois les équipes ne regardent pas toujours ça d'un très bon œil. Ah oui, ça a été, ça a été beaucoup de pédagogie, beaucoup de, on va dire, de discussions, effectivement, pour expliquer le pourquoi de cette décision. Et c'est vrai que chez ITsoft, ce qu'on aime aussi, ce sont les différenciateurs, que ce soit technologique ou métier, mais ça en fait partie. Ça en fait partie parce que je vais sortir quelques chiffres. Je regardais là sur le site de l'ISO, donc qui gère au niveau mondial les certifications. Eh bien, il faut savoir que en France, aujourd'hui, dans le domaine de la tech, il y a 139, moins de 140 entreprises qui ont une ISO 27001, qui sont certifiées et ISO 27001. Ça fait peu, Ça fait peu. Ça fait d'autant peu que la majorité sont, en fait, et c'est normal, des hébergeurs. Et après, quelques constructeurs de hardware. Et pour les éditeurs, c'est presque rien. Et donc voilà, donc c'est ce point-là que l'on a voulu mettre en avant et que l'on a réussi. Et donc oui, donc ça a été un vrai challenge important parce que il a fallu revoir les méthodes de travail. Il a fallu faire changer les mentalités, hein, parce que c'est vrai que quand tu es à la R&D, quand tu dis je vais corriger un bug ou je vais corriger une vulnérabilité, une CVE, c'est relativement peu productif si on pense juste logiciel, mais c'est pas ça notre mission. Notre mission, c'est d'accompagner nos clients et de leur fournir des solutions qui soient fiables. Et donc, c'est là où, derrière, voilà, il faut passer du temps, il faut expliquer, il faut former, il faut sensibiliser. Et là où ça a été super, c'est quand on a passé la certification, l'examinateur qui est indépendant, qui n'est pas celui qui nous a accompagnés pendant tout le travail de certification, eh bien, en conclusion, il nous a dit ce que j'ai préféré chez ITsoft, au-delà du fait que pour une première certification, le niveau est très élevé, c'était l'alignement de tous les collaborateurs de l'entreprise. Et ça, j'avoue on l'avait ressenti, nous, en interne, parce qu'on voyait des petits réflexes où on avait des collaborateurs qui soient côté projet, qui soient côté support ou côté R&D, qui de temps en temps nous disaient attention, là j'ai vu ça dans la presse, j'ai vu ça, et donc il apportait ces témoignages-là pour que nous on puisse regarder ou alors avec déjà des solutions. Et ce qui fait que ça c'est exactement ça, l'âme de la certif ISO 27001, c'est l'amélioration continue. Et c'est pas du top-down, c'est justement l'inverse, c'est que ça doit venir de tout le monde. Et ça, on l'a obtenu. C'est ça qui est bien, c'est qu'au-delà de vaincre, on va dire, des résistances au changement qui peuvent être légitimes quand on est dans la R&D, c'est vrai qu'on ne voit pas toujours d'un bon œil certification, etc. Mais au-delà de vaincre ces résistances au changement, c'est d'autant plus appréciable quand on arrive à susciter une application des différents services. Et d'autant que la suite, j'ai envie de dire de l'évolution juridique, vous donnez raison, parce que je ne sais plus où on en est exactement au niveau de l'obligation de la facturation électronique chez les PME. Il me semble que ça a été repoussé, je crois que ça devait être en juillet 2023. Bon, tu sais sans doute ça mieux que moi. Mais la certification ISO 27001 que vous entamez, il y a quoi ? Il y a 4-5 ans, c'est ça ? Enfin, oui, c'est ça. C'est ça, il y a 4 ans. On a eu un petit ralentissement avec le Covid. Mais oui, c'est exactement ça. Et bien, c'est vrai que la satisfaction aussi que l'on a eue, ou en tout cas la confirmation de notre vision, c'est que la facture électronique dite 2024 aujourd'hui, a rendu
pour les éditeurs qui vont y répondre, pour les PDP, la certification ISO 27001 obligatoire. Donc effectivement, ça pour nous, c'était, je dirais, la reconnaissance de notre engagement et de notre vision. Ouais, c'est ça. Et c'est cette vision, moi, que j'aime bien, hein, particulièrement dans ton parcours, hein, et chez toi, c'est que, voilà, on a parlé de l'avènement du télétravail, du nomadisme, un peu déclenché par les inondations qu'il y a eu dans le Gard. On a parlé de créer une DSI chez un éditeur de 100 employés à l'époque, ce qui ne va pas de soi. On a parlé de la sécurisation, on a parlé de la certification. C'est plein de choses sur lesquelles tu anticipes. Et globalement, Itesoft, vous anticipez les évolutions à venir. Et ce que j'aime bien, c'est que ça, on reproche souvent quand même aux DSI parfois de s'enfermer dans leur tour d'ivoire, de vouloir le moins de contact possible avec le reste de l'entreprise. Je caricature un petit peu, hein, mais on a parfois un peu ces choses-là. Et moi, j'aime bien quand un DSI comme toi, en fait, prouve qu'il peut et même qu'il doit avoir une influence majeure en fait dans les virages stratégique de son entreprise. Ouais. Oui, je trouve que tu caricatures beaucoup quand même. Bon, je t'en veux pas, mais c'est vrai que des DSI dans les tours d'ivoire, hein, écoute, moi j'en côtoie et j'en ai côtoyé des centaines, que ce soit chez nos clients, que ce soit dans le club de DSI CIP Provence, ou la factory éditeur de Digital 113 qui s'appelle Décideur IT. Moi, j'en vois pas des DSI enfermés dans leur tour d'ivoire. Ouais, alors, c'est pas tellement tour d'ivoire, mais on va dire dont on attend moins de l'influence sur la bonne marche de l'entreprise et sur des aspects stratégiques qu'on pouvait l'attendre il y a longtemps. Ça va moins de soi dans les COMEX. Moi, je vois moins de DSI aujourd'hui qu'on en avait peut-être, par exemple, dans les années 2000. Et du coup, on peut avoir des DSI qui, je dis, volontaires de gré ou de force, j'ai envie de dire, hein, sont un petit peu exclus des virages stratégiques, sont vus comme un centre de coût, alors qu'en fait, ils ont, et tu le prouves, ils ont vraiment des choses à apporter, mais vraiment sur des pivots, comme je les appelle, à des moments pivots d'une entreprise. Oui, c'est vrai que, et ça, je le constate, souvent, les DSI sont vus comme des centres de coûts. Ça c'est vrai, et je trouve que c'est relativement dommage. Mais quand même, de plus en plus autour de moi, et je vois les liens que l'on crée en termes de réseau entre DSI notamment, pour s'échanger des bonnes pratiques, etc., montrent que les DSI sont quand même très ouverts. Ils ont, pour moi, ils ont cette capacité à aller sur le terrain, à connaître leur entreprise, à connaître les collaborateurs. Et je trouve beaucoup plus que beaucoup d'autres directions, parce qu'ils ont ce besoin de faire tourner la machine. Et pour faire tourner la machine, ça ne peut pas se faire dans un bureau perdu au 17e étage d'une tour. Donc oui, effectivement, il y a cette problématique du centre de coût, parce que oui, l'informatique coûte, mais sans elle, rien ne tourne. Ouais, on est d'accord. Hein. Et surtout quand on travaille chez un éditeur de logiciels ou DSN, ça on est conscient. Non, mais c'est bien effectivement que tu rétablisses cette vérité, et que les dirigeants, parce qu'il y a pas mal de dirigeants qui nous écoutent, hein, prennent conscience de l'apport des DSI. Je pense qu'il faut aujourd'hui comprendre et voir qu'un DSI, c'est plus un directeur informatique, c'est plus un bâtisseur ou presque un aménageur du territoire de l'entreprise. Et c'est plutôt comme ça que j'ai toujours vu les choses. C'est à la fois avoir une réponse pragmatique au quotidien, mais aussi se donner du temps et une vision pour penser au-delà du scope pur de la DSI, de l'entreprise. Et voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai mené la DSI. Alors, je dis je, mais bien entendu, c'est
avec mes équipes, hein, parce que Bien sûr. un DSI seul, ça sert à rien. Ouais, on est d'accord. Voilà. Mais c'est valable pour tous les métiers en général. C'est vrai. Ok, très bien. Écoute, on arrive au bout de cet épisode. J'aime bien finir souvent sur une question un petit peu ouverte comme ça. Est-ce que tu aurais un conseil, une recommandation à faire au DSI, mais plus largement aux dirigeants et au public qui nous écoute? Écoute, comme on est en début d'année, je ne vais pas donner ma résolution, mais je vais formuler 2 vœux. Alors effectivement, je suis d'accord avec toi, les DG doivent, s'ils ne l'ont pas déjà fait, intégrer dans leur CODIR ou leur COMEX les DSI. Parce qu'un DSI, c'est un aménageur du territoire, c'est un partenaire business et pas un centre de coût. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Là, le message, il est passé, je pense. Ouais, et mon deuxième sujet, c'est à mes collègues DSI et à moi-même, c'est il faut qu'ils osent oser encore plus. Parce que de toute façon, c'est pas possible de transformer une entreprise sans prendre de risques. Ouais. Voilà. Donc, et à penser large. Voilà. Donc, pour moi, il y a 2 axes aujourd'hui. La sécurité. On l'a vu, il n'y a pas assez encore d'entreprises qui sont sécurisées. Donc, il faut se sécuriser. C'est pour le bien de tous demain. Et ce qui est pour moi, je dirais mon prochain terrain de jeu, même si ça fait quelques mois que je travaille dessus, c'est d'intégrer le RSE dans ma politique. Tout ce qui est à la fois tous les enjeux sociétaux, que ce soit en termes de lutte contre la pollution, mais aussi environnementaux et sociaux. Exactement. Ouais. Voilà. D'ailleurs, j'en profitais s'il me reste encore quelques secondes. Bien sûr, pour parler d'une cause qui m'est chère et d'ailleurs qui m'a été poussée par un autre DSI, hein, comme quoi les DSI entre eux sont vraiment des vraies histoires humaines. C'est vraiment ça, moi, qui me plaît dans ce métier. Donc, Grégoire de Jabrun, s'il m'écoute, qui m'a présenté les Cafés Joyeux, qui font de l'inclusion, qui emploient et forment des personnes en situation de handicap mental et cognitif. Et donc voilà, les Cafés Joyeux, ça a été créé par Yann et Lidvin Bucaille. Donc c'est des cafés, hein, c'est des bars. Ce sont des bars. Et ces 2 personnes sont extraordinaires. Elles ont créé ces cafés. Il y en a 16 en France. Donc vous pouvez vous taper Café Joyeux sur Internet, vous allez y aller. Vous allez passer un super bon moment. Vous allez boire du bon café ou des tisanes, mais vous pouvez aussi tout simplement aller sur leur site Internet et commander ça. Alors c'est une association à but non lucratif. C'est voilà, leur rôle, c'est de donner un vrai boulot, un vrai travail à des personnes qui sont en situation de handicap. Ouais, et seraient un peu exclus de la société, ça. Ouais. Complètement. Et alors, je veux pas dire par rapport à d'autres organismes qui emploient des personnes en situation de handicap mental, c'est vraiment différent. Allez là-bas, l'atmosphère est différente, les gens travaillent vraiment et sont heureux. D'où le nom de Café Joyeux. Voilà. Super, on peut que recommander effectivement à tous ceux qui nous écoutent de s'y rendre, d'aller prendre un café ou un thé ou ce qu'ils veulent là-bas, et peut-être même qu'ils rencontreront des DSI et pourront échanger avec eux sur les évolutions de l'informatique dans les années à venir. Ou aller sur le site. Leur site. Ou aller sur le site. Ok, super. Merci Jean-Philippe. Merci. Très heureux d'avoir pu échanger avec toi sur cet épisode. Et écoute, je te souhaite une très bonne continuation au sein d'ITsoft. Et je dis à bientôt à nos auditeurs pour un prochain épisode de Trajectoire IT. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous, c'était Trajectoire IT. Restez connectés pour le prochain podcast.